Zakweli, l'entretien de la matinale. Faïd Soueili, ce matin, votre invitée est une présidente, la présidente de l'association Haki Zawanatsa, Siti Jamalia Hamidouni. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc nous recevons Madame Siti Jamalia Hamidouni, donc qui est présidente de l'association Haki Zawanata et qui est aussi porte-parole du collectif CID, donc CID, Convention internationale des droits de l'enfant. C'est une convention internationale qui a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies en 1989, signée par la France en janvier 1990 et mise en application en septembre de la même année. Donc ça fait bientôt 32 ans que cette convention existe. Alors, quelle est la situation des droits de l'enfant à Mayotte ? Alors, en général, on va dire que la situation des droits des enfants à Mayotte, elle est assez peu connue sur notre territoire, sachant que nous avons une culture qu'un enfant, on sous-entend toujours qu'un enfant n'a pas vraiment de droits à Mayotte, alors que cette convention vient remettre en lumière certains droits des enfants, notamment le droit d'être protégé, le droit à la sécurité, le droit à la santé. Ce sont des gestes qu'on fait au quotidien, mais que nous, on a l'habitude de dire qu'un enfant n'a pas de droits. Donc cette convention, elle vient mettre en lumière certains droits des enfants et que les parents ont l'obligation de répondre aux besoins de ces enfants. Alors, vous avez parlé donc droit d'être protégé. Et il y a un observatoire départemental de la protection de l'enfance donc qui a été créé. Donc le collectif CID en fait partie. Quelles sont les missions de cet observatoire et surtout quels sont les moyens qui sont alloués? Quels moyens vous avez en fait? Qu'est-ce que vous faites au sein de cet observatoire? Alors, l'observatoire vient d'être mis en place, comme vous l'avez dit. Il y a eu une première réunion il y a pas très longtemps. Nous ne sommes qu'aux prémices de cet observatoire qui est travaillé étroitement en lien avec le conseil départemental qui est lui-même qui est le chef de file en matière de protection de l'enfance sur le territoire. Donc, nous ne sommes qu'aux prémices de cet observatoire. D'accord. Alors, vous défendez les droits de l'enfant et depuis quelque temps, en fait, vous focalisez donc sur l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant, alors qui stipule les États doivent prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour protéger l'enfant contre toute forme de violence ou d'atteinte physique, mais aussi mentale ou psychologique. L'enfant doit aussi être protégé des menaces d'abandon, de mauvais traitements, y compris les violences sexuelles. Alors, sur ce point précis, quelle est la situation à Mayotte? Alors, nous, ça fait déjà bientôt 2 ans que nous sommes basés sur la thématique des violences sexuelles faites sur mineurs sur Mayotte. Tout simplement parce que depuis la création de l'association, pas seulement, nous avons constaté qu'à chaque atelier, quand on parle des droits des enfants, dans les ateliers, il y a toujours des révélations d'agressions sexuelles sur les mineurs. Et les parents comme les mineurs savent très peu ce qui est de l'ordre d'agression sexuelle et comment faire, quoi faire. Moi-même, étant assistante sociale pendant 8 ans, il y a quelques années, j'ai constaté que les agressions sexuelles étaient devenues comme... c'était pas banal, mais c'était courant et il fallait, pour payer l'acte, les auteurs payaient les victimes ou les parents de la victime pour réparer leurs actes. Nous, justement, on s'est focalisé là-dessus, justement, pour faire des sensibilisations auprès des parents, auprès des auteurs et des victimes, à savoir que c'est quelque chose de complètement illégal, c'est de l'ordre du pénal, c'est un crime d'agresser sexuellement un mineur, d'où nos actions depuis l'année dernière. On a commencé par un lancement au 8 septembre du colloque. Du coup, il y a eu 2 mois de sensibilisation auprès des établissements et des associations sur les violences sexuelles faites aux mineurs. Il y a eu une centaine d'actions qui ont été menées jusqu'au 20 novembre, dont une vingtaine dans le milieu sportif. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été sensibilisées, dont 7 000 au sein des établissements scolaires. Nous avons déjà quelques chiffres, enfin des retombées du tribunal qui nous disent depuis, il y a eu de plus de personnes qui sont venues déposer plainte. Alors, comment on fait pour libérer la parole? Parce qu'on sait que c'est un peu tabou ici à Mayotte.
ces violences sexuelles, et notamment, on s'en rend compte quand on va au tribunal correctionnel pour certaines affaires qui sont publiques, parce qu'on sait que quand il y a atteinte aux mineurs, parfois on demande les parties demandent un huis clos, mais il y a certaines fois où c'est public, et on voit que souvent ce sont des proches, soit la famille même, soit des proches, des voisins, des gens qui ont autorité sur les enfants. Donc, comment on fait pour que ces enfants puissent parler? Comment on fait pour que les parents libèrent leurs paroles, se mettent enfin, fassent reconnaître leur statut de victime sans avoir honte? Parce qu'il y a ça Le aussi. sentiment de honte, oui, tout à fait. Alors, le collectif CID, justement, qui rassemble 25 associations, où il y a 6 institutions, justement, c'est pour qu'on soit nombreux à faire de la sensibilisation. C'est vrai qu'à Mayotte, plus qu'ailleurs, parce qu'il y a l'aspect culturel et il y a l'aspect religieux, les gens ont du mal à libérer la parole. Il y a libérer la parole et savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette parole. Parce qu'il y a certaines personnes qui osent libérer la parole avec la pression communautaire, avec la pression villageoise, elles renoncent à aller jusqu'au bout de leur plainte. D'où notre démarche aujourd'hui à accompagner justement avec tous ces groupements d'associations qui forment le collectif CID sur le territoire, à accompagner les familles, les victimes, mais aussi les auteurs pour que ça puisse aboutir à une condamnation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les violences sexuelles, déjà, c'est un crime. Et en plus, si c'est fait sur mineurs, c'est encore pire. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner au maximum les personnes sur leurs droits, ce qu'ils peuvent faire, les démarches à faire. Le 20 novembre, le parquet nous a annoncé l'ouverture d'une UMJ, qui est une unité médico-judiciaire, qui va rassembler tout ça. C'est-à-dire qu'une personne qui est victime, il y aura l'urgence de la situation. Elle va être prise en charge. Donc l'UMJ, c'est l'unité médico-judiciaire qui va travailler ensemble, le judiciaire et le médical qui vont travailler ensemble pour recueillir justement les preuves des agressions, pour que la personne ait un circuit d'accompagnement dans sa démarche de porter plainte. Et le parquet nous a justement dit que l'année 2021, il y a eu quand même 157, si je ne m'abuse pas, 157 procédures judiciaires. Il n'y a eu que une trentaine, 45 qui ont abouti. Parce que les personnes reviennent sur leur déposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est monnayé, les victimes disparaissent du jour au lendemain, parfois les parents renoncent à tout ça. Donc nous, notre objectif, c'est justement d'accompagner, avec toutes les associations qui font le collectif CID, d'accompagner les familles et les personnes victimes de ces agressions. Euh, donc, comment on fait pour détecter ces violences? Quels sont les signes précurseurs euh, quand on voit un enfant qui va à l'école? Est-ce qu'il y a des choses, des comportements qui font que peut-être il est victime de violences? Alors, il y a certains comportements, comme je l'ai dit, j'étais assistante sociale, ce sont des choses qu'on peut voir. On a écrit une BD qui s'appelle Des cailloux sur la mer. On parle d'une jeune fille qui était bien à un moment et puis elle a complètement explosé. Elle part dans tous les sens, des actes, des petits délits, des vols à droite à gauche. Elle traîne avec des bandits, etc. Et puis au final, on se rend compte que cette jeune fille-là a subi une agression sexuelle de la part de son oncle. Elle a subi un inceste. Tout à l'heure, vous parliez des affaires au tribunal, que souvent, les agressions sexuelles se passent même dans les familles. C'est vrai. Et à Mayotte, encore, je ne sais pas si c'est encore plus qu'ailleurs, mais il est encore très difficile chez nous de détecter ces phénomènes parce qu'on a une forte pression familiale. Même si la personne parle, à un moment donné, elle revient. Ça, c'est les violences les plus difficiles à accompagner parce qu'il s'agit de ton oncle, il s'agit de ton père, il s'agit de ton frère. Comment tu peux dénoncer? Qui peut t'aider? Qui peut t'accompagner? Ta mère qui est censée t'accompagner, c'est aussi la maman de la personne, de ton agresseur, ou alors la femme de ton agresseur. À qui en parler et comment en parler? Donc, nous, notre objectif, c'est pas forcément d'amener à oser libérer la parole, mais de montrer que ce sont des choses graves qui se passent et que même les auteurs, et même que, comme vous disiez tout à l'heure, que les victimes ont honte, que la honte change enfin de camp, que ce soit les auteurs qui se sentent malades ou qui soient pas bien par ce qu'ils ont fait, pas les victimes.
Parce que nous, on a tendance à changer, à inverser les choses, à faire culpabiliser la victime, alors que l'auteur est là, il continue ses agressions. Il faut savoir qu'une personne qui a agressé une fois dans sa vie, toute sa vie, il va le faire 12 fois sur 12 personnes différentes. Donc, si on ne l'arrête pas, il va continuer de faire ces agressions-là. D'où notre intérêt à mettre en lumière tout ça, à faire de masse les actions de sensibilisation pour que les auteurs comme les victimes sentent qu'il y a des choses qui se font et que c'est interdit, que c'est un délit et qu'il y a des choses à faire, il y a des démarches à faire pour se protéger. Et que deviennent les victimes une fois que vous les avez accompagnées à libérer la parole, à porter plainte et tout, une fois? C'est quoi l'après? Comment on fait pour les Alors, rattraper? il y a plusieurs. Alors, sur les témoignages, on a plusieurs versions. Des personnes qui arrivent à vivre avec. Il faut savoir que ce ne sont pas des images qui peuvent partir du jour au lendemain. On a certaines victimes qui nous disent qu'ils sont maintenant mariées, qui témoignent sur notre page en disant moi j'ai vécu ça, 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 ça. Il y a pas eu condamnation parce que la personne a fui, parce que ma famille a récupéré l'argent. Je me suis mariée, mais à chaque fois que je vais avoir un acte avec mon mari, la première image que j'ai, c'est celle-là. Après, elle disparaît, hein, mais c'est celle-là. Donc, il y a certaines personnes, ça reste, c'est pas des, parce que c'est ancré dans le psychisme de la personne. Du coup, c'est pas des images qui disparaissent du jour au lendemain. Mais il y a des gens qui arrivent très bien à vivre et surtout continuer à bien vivre et se disent que la vie n'est pas que cette personne-là, mais il y a des personnes, heureusement, qui sont très bien et qu'on arrive à vivre avec. Mais c'est vrai il y a tout un chemin à parcourir pour pouvoir vivre après une agression sexuelle. Alors, parmi les droits de l'enfant, il y a aussi à l'article 23, donc le droit aux enfants mentalement ou physiquement handicapés de mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. Alors, est-ce que sur ce plan-là aussi, c'est quelque chose que vous travaillez? On sait qu'il y a des associations qui travaillent spécifiquement sur les droits des personnes en situation de handicap. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre ce que vous faites, le collectif, et ces associations-là? Oui, tout à fait. On a notre trésorière de l'association qui travaille à la LEFPA, qui est la directrice de la LEFPA, qui nous a alertés, parce qu'on n'avait pas tout vu, nous, hein, dans l'association quand on a commencé, qui nous a alertés cette année dans notre campagne en nous disant, écoutez, qu'est-ce qu'on fait des personnes en situation de handicap? Mince, même nos outils de communication, on ne les avait pas adaptés. Donc cette année, il y a un groupe de travail qui va travailler spécifiquement sur nos outils de prévention adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc, avec l'ALEFPA ainsi que la page, nous allons mettre en place des moyens accessibles à ces personnes-là. En sachant qu'à Mayotte, les personnes en situation de handicap, il y a encore beaucoup à faire par rapport à ailleurs. On a la chance d'avoir un peu la page qui s'est un petit peu installée sur les territoires avec différents établissements pour une prise en charge. Une personne en situation de handicap qui subit une agression chez elle, celle-là, on a vraiment du mal à les toucher parce que ce sont des personnes chez nous qui ne sortent pas. Ce sont des personnes chez nous qu'on ne voit pas dans les établissements scolaires très peu parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de structure adaptée pour elles. Donc, travailler avec la page et l'ALEFA va nous permettre justement d'adapter nos outils et d'intervenir dans ces milieux-là, ainsi détecter s'il y a des situations de violence sexuelle. Dernier point, vous venez de l'évoquer, donc ça concerne en fait l'éducation. Donc la Convention internationale des droits de l'enfant a aussi un point, un article, l'article 28, qui dit que l'enfant donc a droit à l'éducation et à l'enseignement primaire gratuit. Vous, quelles actions vous menez auprès du rectorat pour que ce soit une réalité? On a vu qu'il y a eu des recours qui ont été faits contre certaines communes parce que des enfants n'étaient pas scolarisés. Donc vous, comment vous agissez pour que les enfants puissent aller à l'école? Alors, le rectorat est un de nos partenaires clés sur nos actions, parce elle a mis en place un appel à projet que nous, on a répondu depuis la deuxième année, là, justement, qui nous permettent de faire un état des lieux de ces enfants qui ne sont pas scolarisés. Nous travaillons également avec, il y a notre secrétaire de l'association qui est la directrice du village d'Eva, qui nous fait aussi remonter des situations des enfants qui ne sont pas scolarisés. Vous l'avez si bien dit, chaque territoire a l'obligation de scolariser ses enfants.
Nous connaissons la problématique de notre territoire. Il y a beaucoup de mineurs. Ça, il faut pas se le cacher. Je pense que le rectorat fait le nécessaire. Il y a certaines salles qui sont ouvertes dans certaines écoles pour justement accueillir ces enfants-là. Mais il est encore très compliqué de suivre la montée en puissance de cette démographie. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien qui se fait parce que je vois bien que le rectorat met les moyens pour ouvrir des salles supplémentaires, pour essayer de scolariser ces enfants-là. Mais le rythme, la cadence, je pense elle est tellement élevée qu'on n'arrive pas à suivre. Et nous, quand on a connaissance de ces enfants-là, c'est de les orienter vers les CCAS qui sont à même d'accompagner les familles dans leur localité et connaître s'il y a des places dans tel ou village pour pouvoir les scolariser. Merci, Madame Siti Jamalia Hamidouni. Je rappelle que vous êtes la présidente de Haki Zawanatsa et porte-parole du collectif CID. Merci d'avoir accepté de venir ici à Zakweli. Merci à vous.